Patrice Gate. Ok, ça réfléchit. Okay. C'est bon, c'est calé. Donc bonjour, effectivement 2 petits mots de remerciement quand même à la ville de Nice d'abord pour nous accueillir dans cet endroit assez époustouflant. Et puis deuxièmement, un grand merci aussi à tout le cabinet Odyssée pour à la fois cette organisation chirurgicale et à la fois pour l'invitation. Donc effectivement, je vais essayer d'évoquer avec vous une vraie difficile question en dépit du titre un peu ludique. Et on va essayer de dérouler en fait un petit peu la démarche intellectuelle qu'on pourrait avoir pour essayer de répondre à la question donc sur est-ce qu'on a ou pas un trouble du déficit de l'attention. Et je profiterai du coup de l'intervention pour évoquer aussi la pertinence ou la non-pertinence des tests dits attentionnels et puis de manière plus globale la place, la contribution que pourrait avoir le bilan neuropsychologique dans cette démarche. Alors, depuis le dernier DSM-5, alors pour le reste de l'exposé, je parlerai de TDA pour parler de ce fameux trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc le TDA, il a été intégré à la catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Donc dans les troubles neurodéveloppementaux, ils partagent l'affiche avec les fameux 10 machin bidule qu'on appelle maintenant les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles de la communication, les troubles du spectre autistique, les handicaps intellectuels et les troubles moteurs. Donc le fait d'être intégré à cette classification internationale, ça a 2 conséquences qui sont quand même fondamentales. La première, c'est que c'est une entité qui est connue et reconnue, encore une fois, par la communauté scientifique. Et donc, on peut souhaiter qu'en 2023, on n'ait plus de praticiens de santé un peu farfelus qui viendraient nous dire que le TDA, ça n'existe pas et que ça serait peut-être l'invention de parents laxistes ou éventuellement de l'utilisation abusive de Fortnite et autres jeux vidéo. Non, on va refermer la parenthèse. À peine caricaturale, le TDA existe. Et la deuxième conséquence qui est importante, c'est que de fait de l'inscription dans cet ouvrage statistique un peu de référence, on sait ce qu'il faut trouver pour pouvoir parler de TDA. Et donc, M. DSM, il nous dit que pour pouvoir parler de TDA, il faut qu'on trouve 5 critères. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, il faut qu'on en ait 5. Et le premier, et on l'a déjà un peu évoqué ce matin, c'est que les troubles neurodéveloppementaux, c'est un mode persistant de fonctionnement. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Ça n'apparaît pas après un accident de voiture, ça n'apparaît pas après le divorce de papa et maman, c'est pas réactionnel, c'est quelque chose qui persiste, qui dure pendant à minima 6 mois et qui est là. D'accord ? Et concernant le TDA, c'est caractérisé par 2 choses, de l'inattention et ou de l'hyperactivité. On va revenir sur le et ou qui est important. Et donc là aussi, M. DSM, il est super sympa, il nous a donné 9 symptômes qu'on peut retrouver concernant d'une part l'inattention. Et donc pour pouvoir valider de l'inattention, il faut qu'on en ait au moins 6. Peu importe lesquels, mais il faut qu'on en ait au moins 6. Gracieusement, il nous fait la même chose pour l'hyperactivité-impulsivité. Pour valider de l'hyperactivité et de l'impulsivité, à minima, il faut retrouver 6 éléments que vous avez sous les yeux. Donc ça, une première conséquence qui est importante, c'est que sous le même acronyme TDA, vous allez pouvoir retrouver finalement 3 types d'enfants qui pourraient être un peu différents. Vous pouvez avoir l'enfant hyperactif, donc l'enfant qui bouge, mais qui pour autant est attentif. Vous pouvez avoir l'exact opposé, l'enfant calme, sage, qui ne bouge pas, mais qui va regarder par la fenêtre et qui va être rêveur. Et puis vous pouvez avoir le double combo de l'inattention et de l'impulsivité. Donc ça, c'est une première difficulté, c'est que sous cette même entité-là, on va pouvoir retrouver des présentations cliniques finalement qui sont assez différentes. Donc premier critère, un mode persistant de fonctionnement. Deuxième élément, dans troubles neurodéveloppementaux, il y a développementaux. Ça veut dire que ça, on va le voir pendant l'enfance. Ça ne va pas apparaître à 40 ans. D'accord ? Et donc là, le DSM nous dit que ça va apparaître avant 12 ans.
Donc ça veut dire qu'on va le voir globalement pendant la période du primaire, on va le voir éventuellement pendant le début du collège, d'accord ? Là aussi, complexité diagnostique, qu'est-ce qui se passe si on se dit qu'on voit ça à partir de 12,3 mois ? On invalide, on valide, on va jusqu'à 12,6, quand est-ce qu'on s'arrête ? Troisième critère, qui est aussi nécessaire à trouver, si je vous donne à lire Harry Potter et Molière, et que vous galérez sur les deux, on peut peut-être faire l'hypothèse que vous êtes dyslexique. Si maintenant je vous donne à lire ces deux choses-là et que vous galérez qu'avec Molière et pas Harry Potter, c'est que vous avez peut-être un problème avec Molière. D'accord ? C'est un chouïa caricatural et je vous l'accorde, mais lorsque vous avez des difficultés à vous concentrer, lorsque vous avez des difficultés à contrôler le geste moteur de manière générale, on doit retrouver ces choses-là dans plusieurs environnements. D'accord ? En l'occurrence, lorsqu'on parle de l'enfant, les deux grands environnements qui nous occupent, c'est quoi ? C'est l'école et la maison. D'accord ? Critère numéro 4, critère numéro D, c'est que tous ces comportements-là, ils doivent nuire à quelque chose. Ça doit créer des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On a le droit d'avoir des traits de personnalité. Traduction, on a le droit d'être vif. On a le droit d'être énergique, on a le droit d'être distrait. Le continuum avec le symptôme, avec le trouble, avec l'inattention, avec l'hyperactivité, c'est l'impact. D'accord ? Est-ce que ça nuit à quelque chose ? Et en l'occurrence, pour pouvoir parler du TDA, il faut que ces comportements-là, ils nuisent à des choses. Et globalement, à quoi ça peut nuire ? Ça peut nuire aux apprentissages. Je regarde par la fenêtre, et j'écoute pas la maîtresse, et de fait, je vais avoir des difficultés à apprendre à lire, à apprendre à compter, etc., etc. Ça peut nuire, bien entendu, à la qualité du lien social. Si pour jouer avec mes camarades, je suis brusque, je mets des coups de pied, probablement, je risque d'être peu ou pas invité aux anniversaires. Je vais être un peu isolé dans la cour de récréation. Je vais être tantôt harceleur, tantôt harcelé, etc., etc. Donc mes comportements vont nuire de manière claire et significative à la qualité du lien social. Et bien sûr, ça peut nuire au quotidien, la vie de tous les jours. L'enfant qui va présenter des difficultés d'hygiène parce qu'il va râler pour aller se brosser les dents, parce qu'il ne va pas vouloir aller prendre la douche. Ça va générer des conflits avec l'enfant parce qu'on va lui répéter 50 fois les mêmes choses et qu'à la 51e fois, on lui crie dessus. Même avant, en général, la 51e fois. Ça peut générer des conflits entre les parents, ça peut générer des conflits avec la famille, ça peut nous mettre en retard le matin, etc., etc. Donc ça nuit à la qualité du quotidien. Et je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais c'est important aussi, ça peut nuire aussi à la propre psychologie de l'enfant, qui par répétition un peu quotidienne, un peu presque systématique d'entendre que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas ça qu'il faut faire, etc., etc. En général, il n'a pas une estime de soi qui explose le plafond. C'est plutôt des enfants qui vont avoir effectivement une confiance en soi très relative et qui vont même pouvoir présenter des fois des troubles anxieux assez significatifs. Et tout cela n'est pas mieux expliqué par quelque chose d'autre. D'accord ? Ce quelque chose d'autre, ça peut être un autre trouble mental, comme la schizophrénie, comme notamment, par exemple, le trouble anxieux. Alors là, aujourd'hui, moi, je suis un peu bloqué ici, je ne peux pas bouger. Mais normalement, dans les conférences, je bouge beaucoup. Et souvent, après, on vient me voir et on me dit « Vous êtes hyperactif ». Non, mais je ne suis absolument pas hyperactif. Par contre, je suis hyper anxieux. Donc, du coup, pour contrôler cette anxiété, il faut que je bouge. Donc là, je ne peux pas le faire. C'est vraiment très inconfortable pour moi. Donc, tout ce tableau clinique-là n'est pas mieux expliqué par autre chose. D'accord ? Voilà. Et je reparle 2 secondes du trouble anxieux. Le trouble anxieux et le TDA, ils ont en commun l'inattention et l'instabilité. Donc, si vous avez un enfant qui bouge et qui a du mal à se concentrer, c'est peut-être tout simplement qu'il est un peu angoissé, qu'il est préoccupé, etc., etc. Donc, on voit bien que la démarche, finalement, un peu intellectuelle, un peu diagnostique du TDA, ça va être une démarche un peu policière, un peu à la Sherlock Holmes, où on va se demander si oui ou non, on valide le critère A, B, C, D. D'accord ? Et de fait, les notions qui sont fondamentales, c'est quoi ? C'est est-ce que j'ai des preuves ? Est-ce que j'ai des indices qui me font dire qu'effectivement, valider ou invalider cet item-là, c'est plutôt raisonnable.
est-ce que j'ai là aussi plusieurs témoins qui convergent vers cette même idée? Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important, cette idée d'avoir un indice, des preuves qui convergent et qui nous permettent finalement de dire oui ou non, je valide ou j'invalide l'item. Alors bien entendu, on pourrait être tenté dans ce cadre-là, du coup, de dire je vais faire passer des tests attentionnels avec l'hypothèse suivante: s'il réussit les tests, il n'a pas de TDA, s'il échoue les tests, il a un TDA. Et là, on a un premier hashtag qui est un hashtag vigilance, c'est que le TDA, il s'appelle TDA, mais on aurait pu aussi l'appeler le trouble de la régulation attentionnelle. En fait, de la petite image verte, vous voyez, on fluctue de manière raisonnable autour d'une sorte de moyenne. En fin de matinée, vers midi moins le quart, on commence à être moins attentif parce qu'on a faim, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a écouté toute la matinée. Donc, soyez encore un peu concentrés. Mais l'enfant ou même l'adulte TDA, il va fluctuer de manière beaucoup plus importante. D'accord? Et ce qui signifie que en haut de la fluctuation, il peut être attentif, il peut même être très attentif. Et on les connaît, ces conditions. Et notamment, ces conditions, elles sont la relation duel, la supervision, le petit groupe, ça va être plutôt favorable. Les tâches nouvelles, les tâches variées, les tâches qui ne durent pas très longtemps, les situations où on va renforcer de manière positive l'enfant, eh bien, toutes ces conditions-là sont plutôt favorables. Et donc, de fait, de manière très très claire, l'instabilité et ou l'inattention, de manière régulière, elles ne sont pas forcément apparentes en situation de consultation, qu'elle soit médicale ou psychologique. Dit de manière encore plus pratico-pratique, j'ai pas le petit truc rouge, c'est pas grave, mais en gauche, vous prenez le bureau du psychologue, un espace plutôt sympa, où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de distracteurs. Vous prenez un test attentionnel qui dure globalement pas très longtemps. Les tests attentionnels les plus longs, ça doit être 15-16 minutes pour transmission de code de la TEACH ou le CPT2. Donc un quart d'heure, c'est pas une journée de cours, hein. Un quart d'heure, c'est que dalle, c'est même pas la durée de l'intervention. Et vous prenez un psychologue sympa qui va vous dire « Vas-y, continue, c'est bien, tu vas réussir, j'ai confiance en toi, etc. » Et bien là, vous vous donnez toutes les conditions pour pas avoir le TDA. Et d'ailleurs, la littérature nous dit que, vous voyez là, j'en ai cité juste une, mais il y en a plein d'autres, où on a un quart quasiment des enfants TDA qui présentent pas de difficulté au test attentionnel. D'accord ? Ils n'en ont pas. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vraie vie. C'est est-ce que le jeune homme, là, qui est face à ces cours, il va être capable, et là, repensez tout à l'heure aux petits items de l'attention, est-ce qu'il va être capable de rester attentif pendant un long moment? Est-ce qu'il va être capable de résister aux distracteurs du téléphone et aux notifications de Snapchat et Instagram? Est-ce qu'il va être capable de s'organiser pour prendre l'information dans ses cours et pour pouvoir répondre de manière pertinente à l'exigence académique et au contrôle qui lui est proposé? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Et de fait, plus clair que ça, je ne pouvais pas faire. Les tests dits spécifiques attentionnels ne sont donc pas contributifs au diagnostic de TDA. Et je vais encore une fois aller même plus loin. Si vous avez entre guillemets un bilan attentionnel et quand vous regardez dedans, il y a un listing de tests et qu'à la fin, on va conclure au diagnostic de TDA, ce n'est pas une bonne idée du tout. On veut des indices écologiques. Écologiques au sens premier du terme, c'est-à-dire est-ce qu'on a des choses qui nous parlent de l'enfant en situation d'école, en situation de maison, avec ses camarades, face aux apprentissages, etc., etc. Alors comment on fait pour aller récupérer ces indices-là? Eh bien, on va les récupérer avec différents outils, différentes méthodes. Et la première, c'est d'aller, j'ai envie de dire, à la rencontre d'une histoire particulière. C'est d'aller écouter le récit. Quand est-ce que ça a commencé? D'accord ? Qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça fait?
d'accord, ce qu'on appelle l'anamnèse, et idéalement, l'anamnèse de le faire avec les deux parents. Ce matin, dans la salle, on a la même, je crois, représentation en termes, majoritairement, il n'y a que des mamans dans la salle. Il y a quelques papas, félicitations à eux. Mais globalement, dans les consultations, de manière très, très majoritaire, en face de nous, on a les mamans. Et donc, c'est intéressant d'avoir aussi les papas, d'accord? Donc, l'histoire qui est racontée par les deux parents. On a aussi des moyens d'essayer d'objectiver un petit peu les comportements à travers des échelles, des questionnaires. On en a plein, je vous en ai cité, j'ai envie de dire peut-être les plus connus, les échelles de Conners, les échelles de Brown et la Brief. Et là, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on a des normes avec l'âge, donc ça c'est intéressant, et surtout, on a des versions parents, des versions enseignants et des versions enfants. Et puis, on questionne de fait la fréquence et l'impact. Donc là aussi, petite subtilité, hein. Vous pouvez avoir des comportements très très fréquents, mais qui impactent peu. Ouais, ils bougent tout le temps, mais bon, ça va. Et puis, ils ne bougent pas tout le temps, mais quand ils bougent, oh my God, là, ils nous retournent la baraque. D'accord ? La fréquence n'est pas l'impact. Le problème d'une échelle, c'est qu'elle est cotée par une personne, avec son seuil d'exigence, avec ses propres perceptions. Et là, il y a aussi deux éléments à prendre en compte qui sont importants et qui rajoutent de la complexité diagnostique. C'est que si vous habitez en 2 pièces avec 2 enfants qui se partagent la même chambre, vous allez peut-être voir un enfant qui va bouger beaucoup plus vite et votre sentiment d'instabilité de l'enfant va être sans doute plus importante que si vous habitez à la campagne avec un grand jardin et que l'enfant il va pouvoir sortir dehors et faire du vélo, du trampoline, jouer au ballon, etc., etc. Donc là aussi, la question, vous voyez, du seuil d'exigence et de connaître les conditions de vie, elles sont importantes. Et le deuxième élément qui complexifie encore un peu la donne, c'est que la composante génétique forte du TDA nous fait dire que quand vous avez les 2 parents en face de vous, si l'enfant il est TDA, la probabilité que les parents, les deux, et peut-être aussi des difficultés, n'est clairement pas du tout négligeable. Et donc ça pose aussi la question de la propre, entre guillemets, lucidité de l'observateur. Donc les échelles, c'est intéressant. Alors vous avez des échelles comme le Conners qui sont avec ce qu'on appelle des spectres très très larges, et puis c'est-à-dire que ça regarde l'inattention, l'instabilité, mais aussi les troubles du comportement, l'anxiété, et puis après des échelles beaucoup plus spécifiques au niveau attentionnel. Critère 3, environnement, école, maison. Ça signifie qu'il va falloir aller se demander ce qui se passe à l'école, et pas demander aux parents de nous dire ce qui se passe à l'école, parce que ça va être filtré. Il faut aller demander directement à l'école ce qui se passe à l'école. Et là aussi, aller essayer de chercher des indices, des preuves. Les bulletins scolaires, c'est intéressant. Quand vous voyez un enfant de CM2, si vous avez la chance de récupérer tous les bulletins d'école depuis le CP, vous voyez beaucoup de choses. Donc alors c'est souvent difficile à trouver tous ces bulletins-là, on les conserve pas forcément, mais c'est des données qui sont vraiment très très intéressantes à regarder. Bien sûr, regarder les réponses de l'enseignant aux différentes échelles, en essayant aussi de comprendre le pourquoi des comportements. Je vais continuer à vous parler de ma petite personne. Moi, quand je fais ma compta, j'ai un gros trouble de l'attention. Mais parce que la comptabilité et globalement l'administration m'ennuient énormément. Donc je ne fais pas attention, parce que ça ne m'intéresse pas. Un enfant qui bouge, il bouge parce que ce qu'on lui propose, c'est pas rigolo. Quand je recopiais les cours d'histoire géo en 4e, je me disais, mais pourquoi on recopie ces cours d'histoire géo? Il pourrait nous donner les textes, et puis ce serait pareil, c'est ennuyeux. Donc quand on s'ennuie, on peut bouger. Et puis si je suis en difficulté, je peux bouger aussi. Si je ne comprends pas ce qu'on fait, au bout d'un moment, je m'ennuie, je gigote. Vous voyez. Donc, il y a la fréquence des comportements, il y a l'intensité des comportements, et puis il y a l'analyse fonctionnelle qu'on peut avoir sur les comportements. Pourquoi cet enfant-là particulièrement, il gigote? Pourquoi il est inattentif? Est-ce qu'il y a éventuellement des choses qui pourraient l'expliquer?
Donc tout ça, on va essayer de le faire de manière un peu structurée, c'est-à-dire qu'on va essayer de lui donner un peu de cadre et un peu de sens. Et là, on a là aussi des guides, donc avec des entretiens semi-structurés qui peuvent nous aider à décliner comme ça un peu tous les critères diagnostiques du TDA. Je vous en ai cité une, puisqu'on est à Nice, et autant rendre hommage aux équipes niçoises. L'équipe du docteur Cassi, elle a traduit l'entretien semi-structuré qui est la Young Diva, et c'est assez intéressant, parce qu'on reprend tous les items avec énormément d'exemples. Donc c'est plutôt un outil qui est plutôt très très sympa à utiliser. Donc vous voyez bien que toute cette démarche-là, intrinsèquement, de fait, elle est d'une part longue. Ça va demander du temps. Je suis tombé un peu par hasard hier sur Internet sur test diagnostic TDA en 3 minutes. Je me suis dit, waouh, eux, ils n'ont vraiment pas peur, quoi. Donc non, ça prend du temps. C'est compliqué. Et voilà. Et donc, aller essayer de chercher ces indices écologiques qui vont nous permettre de valider ou non les critères. Et là, on va poursuivre avec les hashtags, et cette fois non pas vigilance, mais hashtag oui. Et on l'a évoqué tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de la comorbidité. Alors la comorbidité, n'ayez pas peur, hein. C'est pas grave, ça veut simplement dire que on vient rajouter quelque chose d'autre. C'est une association avec autre chose. La comorbidité du TDA, c'est plutôt la règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le TDA tout seul, il n'aime pas. Le TDA, il aime bien avoir des copains. Et il peut avoir des copains du côté de l'humeur, et on peut retrouver très très régulièrement, presque un cas sur deux, de l'opposition. Donc en plus de l'instabilité, le gamin il va vous dire non, j'ai pas envie d'y aller. Sympa. De l'anxiété aussi. Et puis on peut retrouver des difficultés aussi sur le plan des apprentissages, donc des difficultés à apprendre à lire, à apprendre à compter, etc. etc. Donc finalement, quand on évoque le diagnostic du TDA, tenant compte de ces diapos-là, peut-être que finalement on est en train de parler des diagnostics. Et hashtag oui mais deuxième fois, c'est que le diagnostic, ça sert à quoi? Une fois que vous avez fait votre diagnostic, vous ne le mettez pas sur la cheminée en vous disant hey, « super, j'ai réussi ». En tant que tel, pardon de ce que je vais dire, mais le diagnostic, on s'en fout. Le diagnostic, il nous sert juste à savoir qu'on va faire des choses qui vont être adaptées pour aider un gamin ou une famille. Le diagnostic, c'est l'étape 1 pour faire quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, souhaitons que ce quelque chose d'autre, ça soit d'essayer de mettre en œuvre une prise en charge qui soit la plus adaptée et la plus efficace possible. Et c'est là où je suis très fier de cette diapo. Mais parce que on peut dissocier le temps finalement diagnostique du TDA avec quelque chose qui est effectivement un peu transversal, où la contribution psychométrique, elle est relativement non contributive. C'est-à-dire qu'effectivement, les tests, ça ne sert pas à grand-chose sur le temps diagnostique du TDA. Ok, on se le dit, très bien. Mais après, la question qu'il faut se poser quand même, c'est de quoi éventuellement on pourrait avoir besoin pour aider ce gamin-là. Et c'est là où on passe du temps diagnostic au temps de prise en charge, je crois, d'un enfant particulier. Et donc, je vous propose de parler de Tom et de Max. Et Tom et Max, ils sont tous les deux TDA. Okay, donc on a fait la démarche, ils sont tous les deux TDA. Sauf que Tom, la maîtresse et les parents aussi s'étaient rendus compte que quand même Tom, il était curieux. Hein. Et puis Tom, il percute quand même, il réfléchit vite. Et puis ce qu'il dit, c'est quand même plutôt intéressant. Et donc on s'est dit, on va regarder son niveau intellectuel. Et donc on lui fait passer une épreuve d'intelligence, on lui fait passer une WISC. Sa WISC, elle fait un peu le yo-yo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est hétérogène. Il a des forces et des faiblesses. Donc on ne calcule pas le quotient intellectuel chez Tom parce qu'il n'est pas représentatif. Mais ce n'est pas grave parce que dans la WISC 5, qui est un plutôt bel outil, on a des nouveaux indicateurs globaux, et notamment on a un indicateur qui s'appelle l'indice d'aptitude générale. L'indice d'aptitude générale, c'est globalement le quotient intellectuel moins la mémoire et l'attention. Je m'excuse d'ores et déjà auprès des psychologues de la salle, c'est un chouille caricatural, mais ça fixe quand même un peu l'idée. Et Tom, il a un indice d'aptitude générale, vous voyez, qui est plutôt pas trop mauvais, entre 125 et 138. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce score-là, ça veut dire qu'on mesure ses capacités intellectuelles
il est plutôt dans les 2 à 5% plus fort. D'accord ? Donc oui, il est très intelligent, et cet enfant-là, globalement, si on dit qu'il a un haut potentiel intellectuel, on dit probablement pas une ânerie. Okay ? Et puis à côté de Tom, il y a donc Max. Max, il a aussi un TDA. Mais Max, quand on lui fait passer une épreuve d'intelligence, on se rend compte qu'il est intelligent, mais il a un profil en moyenne basse, sans vraiment point fort significatif pour compenser. Et puis comme la maîtresse avait dit en CP, CE1, Max, il galère vraiment pour apprendre à lire, c'est vraiment compliqué. Donc on est allé voir un homme orthophoniste, et là, l'orthophoniste nous dit, c'est pas la conséquence du trouble attentionnel, parce que là, pour le coup, les briques du langage écrit, c'est-à-dire vraiment ce qui fait la conversion au graphème-phonème, ces briques-là, il les a pas, d'accord ? Et donc, au TDA, le pauvre au grattage, il a aussi pris une vraie dyslexie, d'accord ? Voilà. Et donc, vous voyez bien que l'intention thérapeutique de Tom et de Max, elle est vraiment, vraiment pas pareille. On a d'un premier temps, Tom, stimulation, canalisation, et puis concernant Max, on sera plus quand même sur quelque chose de l'ordre de l'adaptation et de la compensation. Donc, pour conclure, oui, bien évidemment, le diagnostic du TDA reste éminemment clinique, mais on a quand même, dans un deuxième temps, un apport du bilan comme étant un outil finalement de compréhension qui va nous permettre de mettre en place une prise en charge qui soit adaptée et efficace. Donc ça demande d'avoir un peu de, j'ai envie de dire, un peu de souplesse intellectuelle, et également que finalement la complexité, encore une fois, et la longueur de cette démarche, je crois qu'elle nous impose en tant que praticien une véritable humilité. Voilà, je vous remercie.